Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 45 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec une personnalité politique iséroise. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Fioraso. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du QG politique. Même si vous n'êtes plus une élue, Geneviève Fioraso, j'imagine que vous portez toujours un regard attentif à ce qui se passe au niveau politique, notamment à Grenoble. Est-ce qu'on est plus libre de sa parole quand on n'a plus de mandat à honorer ? J'ai jamais été spécialement bridée, mais je dois dire que oui, quand même, on a plus de recul, surtout on est moins dans l'opérationnel. Et même s'il y a une vie après la politique, malgré tout, la politique, ça continue à m'intéresser. J'ai quand même consacré près de 40 ans de ma vie à l'activité militante et presque 20 ans à une activité d'élu au niveau local et national. Donc voilà. Ça m'intéresse toujours, oui. Je regarde ça de près au niveau national, européen et au niveau local. Vous aviez pris votre carte au Parti socialiste en 1983. Si mes sources sont bonnes, vous avez été adjointe au maire de Grenoble, Michel Destaut, député de l'Isère pendant 10 ans, et puis ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous la présidence de François Hollande de 2012 à 2015. Quels souvenirs vous gardez d'ailleurs de ces années ministérielles ? C'était les meilleurs moments de votre vie politique ? Non, moi, j'ai jamais pensé à mon engagement politique en termes de carrière. J'ai d'abord milité. Ensuite, je me suis engagée assez tardivement dans la vie politique comme élue, parce que je voulais garder une indépendance par rapport à la politique. C'est toujours bien d'être libre, justement, de sa parole, comme vous l'évoquiez. Et puis, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai beaucoup aimé l'action politique en termes de projet. Alors, c'est peut-être pas très à la mode, ça fait peut-être pas le buzz, mais au final, on est quand même là pour servir l'action publique. Et c'est ça que j'ai adoré dans l'action politique, c'est qu'on voit tous les milieux sociaux, et c'est quand même très utile ensuite quand on fait de la politique au niveau national. Et puis, on peut vraiment, localement, régionalement, on peut monter des projets, les voir grandir, les monter avec les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, de la recherche, enfin dans mon domaine, de l'enseignement supérieur, mais aussi les commerçants et l'ensemble des citoyens. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges. Alors pour l'action ministérielle... On a revu passer la photo de famille, oui, je ne sais pas si on peut la revoir. J'ai vu. J'ai pas de chance parce que j'étais à côté de Stéphane Le Foll qui doit faire plus d'1m90. Voilà, qui est un peu plus grand que vous. Voilà, nettement plus grand, mais qui était un bon ami. Voilà, il y a Laurent Fabius, il y a Jean-Pierre, et il y a Pierre Moscovici. Il y avait Christiane Taubira aussi dans ce oui, gouvernement. Oui, elle était au premier rang puisqu'elle était ministre régalienne, comme on dit, garde des Sceaux. Voilà, alors sur ces années, j'en garde un très bon souvenir. D'abord, c'était une marque de confiance de la part de François Hollande, Jean-Marc Ayrault. Donc c'est toujours bien de bénéficier de la confiance des gens avec lesquels on a milité. Et puis ça donne quand même une ouverture d'esprit. J'ai dû faire 35 voyages officiels à peu près, parce que la recherche universitaire, les échanges universitaires, c'est universel. Donc on visite beaucoup de pays, il y a beaucoup d'accords. On accompagne finalement des projets dans des domaines très différents. La santé, le spatial, les mathématiques, les sciences humaines et sociales. Voilà, on touche à énormément de secteurs. On s'intéresse aussi à leur valorisation, donc on voit les industriels, quelle que soit leur taille, la taille de leurs entreprises. Et surtout, on s'aperçoit, en voyant tous ces pays, qu'il y a très très peu de démocratie réelle, laïque dans le monde. Je pense que mes 2 mains suffisent largement. Ah oui. Sinon, on est accueilli par des discours religieux. On est accueilli par des discours pas toujours très démocratiques. On est accueilli d'abord par des militaires très raides, souvent dans des pays un peu moins démocratiques. Voilà, donc ça permet de voir que la démocratie laïque, c'est quand même un bien précieux et que quand on s'oppose, il faut se dire que c'est un droit précieux aussi. Qu'on est dans un pays où on a le droit de s'opposer. Et qu'il y a beaucoup de pays où quand on s'oppose, et je pense en particulier à des pays où les femmes aujourd'hui sont traitées d'une façon abominable, je pense à l'Iran, je pense qu'à l'Afghanistan, on a beaucoup de chance, on est quand même
On est quand même du bon côté, mais c'est fragile une démocratie. Donc il faut continuer à évidemment avoir des débats même quand ils sont vifs. Mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même de la chance. Alors, vous avez été ministre pendant 3 ans. Vous avez d'ailleurs connu 2 premiers ministres. D'abord Oui. Jean-Marc Ayrault et puis ensuite Manuel Valls. 2 styles assez différents. Manuel Valls 2 fois d'ailleurs. 2 fois, oui, il y a eu deux gouvernements de Manuel. 2 Manuel Valls et un Jean-Marc Ayrault. Quand on est ministre, souvent on s'accroche coûte que coûte à ce poste. Vous faites partie des rares ministres qui ont demandé à être démis de leur fonction. D'abord, j'avais des problèmes de santé qu'il fallait régler au plus vite. Et puis l'essentiel avait été fait. J'avais fait la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. J'avais lancé dans le spatial avec les industriels et l'ensemble du gouvernement qui avait soutenu la nouvelle fusée, Ariane 6, qui devrait décoller en fin d'année, début 2024, mais qui va vraiment changer les choses et qui est très importante pour la souveraineté. Et voilà, donc j'avais le sentiment d'avoir accompli ce que je pouvais apporter dans mon investissement ministériel. Non, on s'accroche pas. On s'aperçoit du poids de Bercy, quand même. On le dit souvent, mais c'est vrai. Ça prend un certain temps de faire passer ces projets auprès de Bercy. Donc on a souvent en allié le Premier ministre. Quand il faut vraiment arbitrer, on peut avoir recours au président de la République. Qui fait passer des consignes. Je pense aux bourses étudiantes, par exemple, que j'avais pu augmenter de 400 millions d'euros en créant en plus de nouvelles strates pour le bas des classes moyennes. Et là, j'avais dû recourir à l'arbitrage du président de la République qui s'est souvenu qu'il avait été un militant syndicaliste étudiant. Et quand je lui ai dit que je m'étais engagée que le changement de ministre ne devait pas, à Bercy, ne devait pas impliquer un changement de politique, il a tout de suite compris. Et le lendemain, j'avais à nouveau les 400 millions. Voilà, donc il faut se battre en interne, puis surtout, il faut faire des choses utiles, parce que le reste, ça passe. Alors à cette époque-là, à Bercy, c'était un certain Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie, donc votre collègue au gouvernement. C'est Pierre Moscovici. Alors Pierre, oui, et ensuite, après Emmanuel. Ensuite Emmanuel Macron. On vous voit tous les deux sur une photo que j'ai réussi à retrouver de cette époque. Vous avez en plus les mêmes origines, tous les deux, vous venez de Picardie. Oui, nous sommes Picards tous les deux, effectivement, tout comme Brigitte Macron d'ailleurs. Donc je connaissais l'écosystème dans lequel ils avaient évolué, comme François Ruffin, d'ailleurs. Oui, qui est aussi voilà, vous voyez, la Picardie est diverse. C'est vrai qu'il y a toutes les origines. À l'époque, vous pressentiez que ça deviendrait un des personnages majeurs de la politique française. Il pourrait être mon fils. Ouais. Et j'ai quitté Amiens à 17 ans. Donc je n'ai pas connu personnellement Emmanuel Macron, qui n'était pas encore en gestation. Non, mais à l'époque où vous le fréquentiez au Conseil des ministres on voyait bien qu'il avait quand même, beaucoup d'ambition. Et puis, on voyait qu'il rencontrait beaucoup de gens à Bercy et pas forcément toujours en relation avec son portefeuille ministériel. Mais je l'avais connu avant. Je l'avais connu parce que j'étais à la Commission des affaires économiques, qui à l'époque était présidée par François Brottes, enfin pour l'opposition, quand on était en opposition. Et il était on appelait ça les Sherpas de la mission Attali, de Jacques Attali. C'est lui qui était rapporteur. Alors à l'époque, il était très frisé, il était beaucoup plus jeune. Il faisait moins président, si vous voulez, mais on voyait bien quand même qu'il était un peu le couteau suisse amélioré de Jacques Attali. Il était très actif dans la commission Attali. Donc c'était une commission qui faisait des propositions, on dira, qui étaient pragmatiques, qui étaient diverses, qui n'étaient pas révolutionnaires. On voyait bien comment il se positionnait. Alors, vous l'avez soutenu, Emmanuel Macron, notamment en 2022, au moment de sa réélection. Vous n'avez pas été tenté d'intégrer son parti derrière ? Non, jamais. Non ? Jamais. Je suis restée profondément social-démocrate. Et non, je ne me suis jamais sentie complètement en phase avec La République En Marche. Je regrette beaucoup l'évolution du parti dans lequel j'ai milité pendant... Du Parti socialiste. Près de 40 ans, du Parti socialiste, et je trouve qu'il s'est dissous dans la NUPES, que la France insoumise a pris beaucoup de place, dans sa diversité d'ailleurs, puisqu'elle aussi commence à perdre son unité, que les écologistes finalement sont très peu présents, on ne les entend pas beaucoup dans cette alliance, et voilà, donc moi je regrette que la social-démocratie
et reculer dans notre pays, parce que je pense que c'est le positionnement que je soutiens, parce qu'il est équilibré, qui tient compte du développement économique, du développement des technologies, mais aussi des préoccupations environnementales et surtout du social. Donc, quand on est social-démocrate, on a le souci que chacun puisse bénéficier du progrès. Et le progrès, c'est pas un mauvais mot. Parce que c'est facile de dire qu'on est dans la décroissance quand on vient d'un milieu où, finalement, on ne sait pas ce que c'est que la décroissance. La décroissance, pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça veut dire qu'on n'arrive pas à vivre, hein, tout simplement. Qu'on n'a plus les moyens de vivre, que le pouvoir d'achat s'érode au point qu'on n'a plus de quoi vivre dignement. Donc voilà, donc j'espère toujours, je suis optimiste, hein, j'espère toujours, tout ça ce sont des cycles. Donc il y a actuellement des gens qui s'emploient à faire revivre la social-démocratie et voilà, je les soutiendrai. Alors vous n'êtes plus adhérente du Parti socialiste? Non. Y a-t-il encore un parti socialiste? Ça, c'est une question qu'il faudra leur poser. En tout cas, il faudra remettre à jour votre page Wikipédia parce qu'il vous affilie toujours au PS. Oui, mais il y a beaucoup d'erreurs dans Wikipédia, c'est pas grave. En tout cas, vous avez arrêté la politique en tant qu'élu, Geneviève Fioraso, en 2017, à seulement 63 ans. C'est jeune pour accrocher, c'est même pas l'âge légal aujourd'hui de départ à la retraite. Non, enfin j'avais 64 ans à la fin de l'année, mais... au moment où j'ai pris ma retraite, réellement, j'avais 64 ans, donc j'étais à l'âge... L'âge officiel. Médian, on va dire, qui devient officiel. Non, mais je pense qu'en plus, sur cette histoire, on y viendra peut-être aux retraites. Moi, je regrette qu'on n'ait pas un système plus souple, en réalité. Parce que il y a des métiers dans lesquels on a de la passion, on a de l'engagement et qu'on aime. Et qu'on peut poursuivre longtemps. Moi, j'ai des amis qui ont été présidents d'université et qui s'ennuient à la retraite. Alors, ils se trouvent des activités, ils s'engagent autrement, mais ils auraient pu utilement contribuer. Bien sûr, ils auraient pu continuer, même en percevant un salaire, pas forcément le même salaire. Enfin, je veux dire, c'est un âge aussi où on a moins finalement de charges. Les enfants sont partis. En général, on est dans cette classe de profession, on est propriétaire de sa maison ou de son appartement, donc on a moins besoin d'argent. Je pense qu'on devrait être plus souple. En revanche, une aide-soignante qui doit soulever des personnes âgées qui sont dépendantes, donc qui sont un peu lourdes, parce qu'elles se laissent un peu aller, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement, et ben une aide-soignante à 59 ans, elle a des lumbago, hein. Donc, et elle aura une très petite retraite. Donc je pense moi je pense qu'il aurait fallu donner la main au métier, c'est-à-dire aux représentants des différents métiers, parce que sont ces gens-là qui connaissent bien les difficultés de tel ou tel type de profession, et laisser finalement beaucoup plus de liberté, faire des cessations progressives d'activité, avoir un vrai plan pour les fins de carrière, pour les métiers pénibles, et tenir compte bien davantage de la pénibilité pour les travaux pas très rémunérés. Car l'heure veut vous bousiller le dos en 20 ans, hein. Et la reconversion, elle n'est pas évidente. Donc il y a vraiment, je trouve qu'on a loupé l'opportunité d'une vraie réflexion, mais c'était une telle polémique tout de suite que c'est devenu impossible. On va reparler effectivement des retraites. Avant ça, puisque je parlais de votre retrait de la vie politique, vous avez continué quand même à faire des choses. Oui, je suis investie dans beaucoup d'associations et de fondations, avec un grand bonheur, je dois dire. Donc Universcience à Paris, le remodelage, je ne sais pas comment il faut dire, le nouveau palais de la découverte, qui est en cours de gestation, et Antoine Petit, le président du CNRS, m'a demandé d'intégrer leur conseil scientifique. Donc je ne suis pas scientifique, mais justement je pose des questions transversales et ça fait du bien aux scientifiques, ce qu'ils me disent. Et je crois surtout que ça amène des choses, parce que quand on est trop dans sa spécialité, parfois on n'a pas la vision globale. Donc moi je peux poser des questions candides. Donc c'est un projet formidable. Je suis dans 2 IHU, donc des instituts hospitalo-universitaires, à Marseille et à Paris. Je suis à Kinatech, je suis aussi à la Fabrique Opéra, qui est un projet culturel formidable que je soutiens, que j'incite les chefs d'entreprise à soutenir fortement. Je suis dans une association de solidarité que vient de monter Camille Gaillard, qui donne la main aux chefs d'entreprise pour mettre à disposition des mécènes, à disposition d'associations qui n'ont
pas le temps, de petites associations qui n'ont pas le temps de s'en occuper, de mettre à disposition soit du mécénat financier, soit du mécénat de moyens, soit du mécénat de personnes. À l'image des entreprises du possible, l'initiative qu'a lancée Alain Mérieux à Lyon. Donc Sésame, c'est le projet. Et puis je préside cette association avant de passer la main à chef d'entreprise, puisque c'est le but. Puis je préside aussi un conseil stratégique en Autriche pour le compte surtout de l'Agence spatiale européenne, mais aussi des agences spatiales nationales, qui s'appelle ESPI, European Institute for Strategic Space Policy. Et c'est passionnant. Moi, le spatial et la santé sont deux domaines que j'ai adorés. Vous demandiez tout à l'heure le plaisir d'être ministre. Moi, j'ai le plaisir d'avoir un vrai contenu. Un contenu où on apprend des choses. Moi, je connaissais rien au quantique. Je suis pas une spécialiste, mais j'ai appris des choses. Le spatial, c'est la même chose. En politique, l'essentiel, c'est de comprendre des enjeux. On vous demande pas d'être un scientifique. On vous demande pas de comprendre les process, comprendre les algorithmes. On vous demande de comprendre des enjeux. Et ça, c'est très enrichissant et c'est utile. Alors, je vais rajouter une ligne à ces activités post-politiques. Vous venez de rentrer au conseil d'administration de Sciences Po à Grenoble. Je suis aussi à la fondation de l'université Grenoble-Alpes. Ah bon, voilà. Alors, Sciences Po, vous arrivez dans un contexte un petit peu particulier, puisque certains reprochent à l'école d'être noyautée par l'extrême gauche. On se souvient qu'il y a 2 ans, 2 professeurs de Sciences Po avaient été accusés publiquement d'islamophobie par une partie des étudiants. C'est une affaire qui avait fait du bruit au niveau national. La ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Frédérique Vidal, avait apporté son soutien aux professeurs stigmatisés. Elle en est où, cette affaire? Comment est l'ambiance dans l'école? Je crois que ça a laissé des traces quand même. Écoutez, j'ai pas encore fait mon premier conseil d'administration. C'est tout récent. Mais voilà, ça sera au mois de mai. Mais on a un conseil stratégique, je crois, un séminaire stratégique du comité d'orientation stratégique en mai. Et on a un conseil d'administration en juin. J'ai eu un entretien avec le président que je connais, Jean-Luc Nevache, parce qu'il avait été directeur de cabinet de Marisol Touraine, puis préfet, puis conseiller d'État. Il est en charge de la CADA, la commission d'attribution des documents administratifs, d'accès aux documents administratifs. La CADA, je ne sais pas si vous vous souvenez. Que Raymond Avrier avait sollicité pour avoir les documents de l'affaire Sarkozy, les fameux sondages. Mais pour tout. L'administration préférait de façon presque obsessionnelle. Raymond Avrier qui a des cartons chez lui, ici, la CADA. Le monde est petit. et donc j'ai eu des entretiens avec eux. Je connais quand même des enseignants et des chercheurs à Sciences Po. Il faut faire attention au phénomène de buzz. Moi, il se trouve que j'avais été confrontée à un sujet aussi dès mon arrivée, quasiment, au ministère, avec Sciences Po Paris, qui a fait l'objet je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un rapport de la Cour des comptes qui était plus que sévère, puisqu'il y a eu des condamnations. Avec des salaires invraisemblables pour certains enseignants très proches à l'époque de Richard Descoings, des initiatives intéressantes de Richard Descoings et des dérives totales, avec des attributions d'appartements à Saint-Germain, enfin bref, des choses qu'il a fallu recadrer. Et à chaque fois, j'ai eu le souci de remettre les choses en place avec l'aide d'inspection, mais sans les médiatiser trop. Parce que, parce que sinon, on en fait un sujet polémique et ça porte tort à l'école. Et ce sont des écoles, la réflexion sur les études politiques, toutes les réflexions qui sont menées dans les IEP, pour les futurs décideurs, qu'ils aillent dans le privé ou dans le public, c'est absolument essentiel. Qu'on réfléchisse à la stratégie, qu'on réfléchisse aux méthodes de travail, qu'on réfléchisse à l'impact sur l'environnement, sur la société, des mesures que l'on prend. C'est ça qu'on apprend à Sciences Po. Donc c'est ça que je voulais préserver et c'est ça que je veux préserver aussi à Sciences Po Grenoble. Vous parlez du tort à l'école. Cette séquence, en tout cas, a suscité des réactions. La région Auvergne-Rhône-Alpes, par la voix de son président, Laurent Wauquiez, a dénoncé ce qu'elle considère comme des dérives idéologiques et communautaristes. Et elle a suspendu les subventions que la région verse à Sciences Po. Donc, ce n'est pas neutre comme décision. Pour un sujet particulier, et c'est ça que je trouve dommage, c'est pour les séjours pour accompagner les étudiants à l'étranger. Et naturellement, ça pénalise les étudiants qui viennent des milieux sociaux les moins favorisés. Je pense qu'il s'agissait en réalité d'un manque de dialogue total et un manque de compréhension qui perdure et qui est nocif pour l'action publique et donc pour les citoyens.
pour le bien commun, du coup, entre le président de région et le maire de Grenoble. Et je crois que les responsabilités... partagées. Oui. La balance est chargée aussi côté ville, on va dire. Donc tout ça s'est fait sur le dos des étudiants, en particulier des étudiants, encore une fois, les moins aisés. Et je trouve ça un peu lamentable. Est-ce que votre rôle, vraiment dommageable. Essayer justement on va essayer de trouver des ressources. On a bien compris que c'était pas nous qui allions réussir à réconcilier les deux têtes d'affiche, j'allais dire non. Pardon, le président de région et le maire de Grenoble. Mais en revanche, on va essayer de trouver d'autres ressources parce que c'est indispensable. Encore une fois, moi j'ai eu ce recul, par mes activités professionnelles avant, et puis quand j'étais ministre, c'est essentiel que les jeunes voient le monde tel qu'il est, c'est-à-dire ne restent pas dans leur milieu social, dans leur ville d'origine, mais qui voient ce qui se passe ailleurs. C'est extrêmement enrichissant. Puis tous les problèmes qui se posent et qui sont d'ailleurs soulevés, la compréhension entre les peuples, la compréhension entre des communautés qui ont des religions, des cultures différentes, la compréhension des phénomènes climatiques. On peut faire tout ce qu'on veut ici, si en Chine on n'arrête pas, ou en Inde on n'arrête pas les centrales à charbon. Ça ne changera rien. Ça ne changera pas grand-chose, hein. Ça ne changera pas grand-chose, parce que la pollution, elle se fait là-bas, quand même, majoritairement. Sur le reproche que Laurent Wauquiez fait à l'école, de dire qu'elle est infiltrée par l'extrême gauche, est-ce que vous, c'est le constat que vous faites aussi? Moi, j'ai été étudiante, vous aussi. Oui. On a tous connu ces débats. Parfois, c'était même assez violent. Moi, quand j'étais étudiante, ça y allait. En 68, on balançait des pavés, c'était pas très tendre non plus. Je dis pas que c'est bien. Je pense que justement, à Sciences Po, on devrait pouvoir avoir des dialogues contradictoires en continuant à se parler, sans passer immédiatement à des manifs ou à des intimidations. Ça, c'est insupportable. Donc ça, on doit le condamner, on doit prendre les mesures pour que ça cesse. Mais en revanche, ces oppositions, on les a tous connues. À un moment de notre vie, on a tous participé à des manifestations, quel que soit le côté, où il y a des noms d'oiseaux qui volaient, quoi. Donc, les institutions, d'ailleurs, et les responsables ministériels ne doivent pas entrer dans ce jeu-là, il me semble. Parce que stigmatiser bruyamment l'islamo-gauchisme, comme ça a été fait, je pense que c'est un effet boomerang. S'il y a un problème identifié dans une université, il faut mettre en place une inspection générale. Elles sont faites pour ça, hein. Moi, je l'avais fait, hein, à Villetaneuse, par exemple, dans un IUT, où le directeur de l'IUT avait fait l'objet, on dira, de pression qui n'était pas tout à fait normale. Voilà, on l'a fait et tout le monde y a mis du sien et les choses se sont arrangées. Mais on y arrive mieux si on fait le travail méthodiquement et sans buzz, parce qu'après tout le monde entre dans le buzz et tout le monde est dans un jeu de rôle. On n'est plus dans le dialogue. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est difficile, effectivement. Mais oui, c'est difficile, bien sûr, mais il faut le faire quand même. Mais, Laurent Wauquiez, qui était votre prédécesseur, d'ailleurs, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, hein, vous lui avez pris sa place quand vous avez été nommé en 2012. Qui ça, pardon ? Laurent Wauquiez, oui. C'était votre prédécesseur. Oui, c'est avec lui que vous aviez fait la passation de pouvoir officiel. On l'a fait tardivement parce que il ne voulait pas partir. C'était compliqué de le joindre. Je sais pas, il semblait qu'en Haute-Loire à ce moment-là, les communications passaient mal. Mais on a des relations tout à fait courtoises. Hein. C'est pas le problème. On a eu une discussion. Il savait que je connaissais le sujet. On s'était vu sur le plan régional, donc il n'y a pas eu de problème. Et j'ai pas eu le sentiment que c'était non plus ce qui le passionnait le plus. Lui, en politique, on est à différentes approches. Voilà. Il a une approche plus politique. Oui, il aime le pouvoir et il se présente. Enfin, il sera normalement le candidat des LR présidentielles dans 4 ans. Vous le voyez, président Bon, on verra. On verra. Vous savez, en matière de prévision, il faut être très prudent en politique. Bon. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de candidats à droite, d'ailleurs. Oui, il y aura peut-être beaucoup. Parce qu'en général, moins les partis vont bien, plus il y a de candidats qui plus il y a de candidats. Et je dis ça, c'est valable partout. Hein. Alors, il y en a un autre qui sera peut-être candidat, j'en sais rien, dans 4 ans, ou pas prévoir, c'est Olivier Véran, qui fait partie des personnalités politiques préférées aujourd'hui des Français. Si j'en parle, c'est que vous le connaissez bien, puisque vous l'avez lancé en politique, on ne peut pas dire autrement, en lui proposant d'être votre suppléant en 2012 pour les législatives. J'ai retrouvé quelques images de Télé Grenoble de l'époque où vous faisiez le marché Place Sainte-Claire avec lui. Enfin, là, vous veniez d'être nommé ministre, d'ailleurs, et vous présentiez notamment votre suppléant aux électeurs potentiels. Comment vous l'aviez rencontré, Olivier Véran? Il est tout jeune là, à l'époque. Hein. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait jeune?
Ouais, je pense que l'épisode Covid, ça a quand même été. Oui, ça marque d'être dans les ministères. Il s'est très bien débrouillé. Je trouvais qu'il a été courageux, mais voilà. Donc, je l'ai rencontré au CHU de Grenoble. Parce que Didier Migaud, j'étais première vice-présidente de la métro pendant 10 ans, et Didier Migaud m'avait demandé de le représenter au conseil de surveillance du CHU. C'était passionnant d'ailleurs. Hein. La situation était moins difficile qu'aujourd'hui. Mais il y avait quand même des difficultés et j'ai beaucoup aimé cette représentation. Et de temps en temps, parce que c'est bien d'être un conseil de surveillance, c'est encore mieux de bien connaître le terrain. Donc moi, je le connaissais un peu comme mère d'un enfant qui avait eu besoin de soins à l'hôpital, comme patiente ensuite, voilà. Mais c'est bien d'aller dans les services, sans presse, sans, voilà, comme ça, incognito, sans délégation, pour sentir un peu les choses. Et donc, je suis allée en neurologie et je suis tombée sur 3 Olivier, le chef de service, qui est un peu plus âgé, et 2 jeunes Olivier, Olivier de Tante et Olivier Véran. Et les 2 jeunes Olivier m'ont paru vraiment bien, potentiellement, comme suppléant potentiel. Je voulais pas qu'on me mette un apparatchik, voilà. Donc, j'ai envie de gens qui amenaient de la compétence et le CHU est dans la circonscription. Alors Olivier de Tante, il a dû faire une thèse au Japon, donc c'était pas le moment. Et puis Olivier Véran m'a séduite parce qu'il avait du dynamisme. Et puis surtout, il m'a expliqué qu'autour des patients, et notamment des jeunes patients souffrant de sclérose en plaques, par exemple, il avait organisé tout un parcours patient. C'est exactement ce à quoi j'étais très attachée, qu'on ne s'occupe pas seulement des gens à l'hôpital, des gens qui ont des maladies neurodégénératives, hein, soyons clairs, mais qu'on s'occupe aussi des aidants qui sont autour d'eux. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, voilà, ça peut être d'autres réseaux, des associations, le médecin généraliste, et puis aussi des gens de leur milieu professionnel quand ils exercent une profession, ou l'université quand ils sont étudiants, parce que ça leur permet, avec des conditions adaptées, de poursuivre une vie presque normale, la plus normale possible. Et j'avais trouvé ça très bien, j'avais trouvé enthousiaste. En plus, il m'avait dit qu'il avait fait un master à Sciences Po Paris, un master de santé publique. Je l'avais repéré ensuite parce qu'il avait mené la fronde contre le gouvernement Fillon au moment de la réforme de l'internat, et qu'il était passé de délégué local à délégué national en passant par la case régionale en moins d'une semaine. Donc je m'étais dit qu'il avait quand même un beau potentiel. Puis il savait prendre son téléphone pour m'appeler. Enfin, je veux dire, il avait de l'initiative, quoi. Et donc je l'ai choisi 1 mois et demi, je crois, 1 mois et demi, 2 mois. Et il a plongé dedans immédiatement. Je crois qu'il a même pas demandé à sa femme si elle était d'accord. Et il a dit oui tout de suite. Donc j'ai vu que c'était le bon numéro. Et voilà, j'ai jamais été déçue par Olivier parce qu'il a des convictions, il est engagé et courageux. C'est important pour les politiques d'être courageux, pas opportunistes, courageux. Olivier de Tante donc, a peut-être raté une grande carrière politique en allant faire cette thèse je crois que ça Japon, l'intéresse toujours la politique, Olivier de Tante. Je le vois sur le marché de temps en temps. Et il fait une belle carrière hospitalière. Alors, dites pas, faut pas être opportuniste, mais il faut avoir de la chance pour réussir un peu en politique. Ça a été le cas d'Olivier Véran, puisque quand on est suppléant d'un député, c'est un rôle normalement assez honorifique, un rôle de l'ombre. Et puis là, vous êtes devenu ministre, donc lui est devenu député et s'est retrouvé en première ligne. Et il a eu un peu le même type de chance il y a 2 ans, puisque, pour rappeler un petit peu l'histoire, c'était en janvier 2020, Benjamin Griveaux, qui était le candidat de La République En Marche à l'époque, à la mairie de Paris, a été piégé par une vidéo intime. Hein. Il a dû renoncer à sa candidature. Emmanuel Macron a demandé à Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, de le remplacer au pied levé. Et il y avait donc une place qui se libérait. C'est Olivier Véran qui a été choisi. Et quelques jours après explosé la crise Covid qu'allait mettre ce ministère de la Santé, qui n'est pas toujours en première ligne, cette fois dans le feu de l'actualité, voilà, il a un bon karma sur son parcours. Il a la baraka, on peut le dire. Mais c'est une baraka qu'il a amenée dans des situations pas faciles quand même. Hein. Moi, je suis assez admirative de la façon dont il a tenu bon pendant toute cette période, parce que faut savoir, moi je ne veux pas du tout qu'on plaigne les politiques, hein. J'assume pleinement les risques que l'on prend quand on s'engage dans la vie publique. Mais enfin, recevoir des menaces de mort pour soi-même et sa famille, avec des précisions sur les écoles où vont vos enfants, par les, j'allais dire les négationnistes, c'est presque ça, par les complotistes. Ouais. Parce qu'on peut être contre le vaccin, mais ne pas envoyer de menaces et ne pas lancer des thèses
complotistes. Et je pense que là, les réseaux sociaux ont un effet très néfaste. Parce que quand vous allez dans les réseaux complotistes, vous entrez dans le darknet, et là, on vous nourrit uniquement d'informations qui renforcent votre idée du complotisme. Alors, ceux qui sont militants complotistes, à la limite, bon, tant pis pour eux, et tant pis pour... mais ceux qui... se laissent embarquer. De bonne foi, on va dire. Parce qu'il y a des gens naïfs qui peuvent se laisser embarquer pour différentes raisons, parce que c'est un peu fragile, ils ne connaissent pas bien le contexte. Et là, les algorithmes des réseaux sociaux font qu'ils ne reçoivent plus que ces informations. Et donc, ça les renforce dans des idées qui sont totalement erronées. Et ce que je veux dire, c'est qu'il a tenu vraiment, vraiment bon, et avec quand même un discours pas langue de bois. Et c'était pas si simple parce qu'il fallait, il n'y avait pas de certitude. Hein. Ouais, c'était compliqué. Là, on a vu que chez les chercheurs, il y avait quand même beaucoup de contradictions. Combien de fois j'ai entendu, je ne suis pas un spécialiste, mais un chercheur donnait son avis. Alors il y avait tout, il y avait des climatologues, des biologistes, voilà, mais c'était compliqué pour eux aussi parce que la recherche, c'est le doute et c'est le temps long. Et là, on était dans un temps d'urgence et de pandémie. Donc je pense que ça aurait été formateur finalement pour les chercheurs, et pour les médecins, et pour les politiques, mais ça aurait aussi mis à jour les difficultés quand même du personnel soignant. Alors, il a relaté d'ailleurs cette expérience particulière, Olivier Véran, dans un livre, Par-delà les vagues. Vous l'avez lu Oui, je l'ai lu. J'ai quand même eu le livre dédicacé et une dédicace. Je l'avais déjà acheté, mais j'ai reçu son livre, bien sûr. Bon. Vous n'avez pas été tenté d'écrire un livre, vous, à l'époque, sur votre parcours, non? Non, j'ai lu récemment qu'il y avait quand même beaucoup de livres. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, et qui ne se vendent pas tous très bien. Je ne sais pas quelles ont été les ventes du livre d'Olivier Véran, mais il y a certains c'est intéressant, là, parce que c'est factuel. Enfin, oui, et puis ça a touché tout le monde. Oui, c'est une expérience, donc c'est quelque chose auquel on peut se référer. Il fallait le faire avant que la mémoire ne s'efface. Moi, je suis frappée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, de notre capacité de résilience quand même, parce que ça paraît loin, l'époque du confinement. Ouais. Pourtant, c'est très proche. Hein. Ouais. C'était il y a encore 1 an et demi, on était encore sous ce régime. Et on est déjà dans d'autres préoccupations. Mais il faut faire attention parce que les pandémies, avec la mobilité internationale, avec la démographie, avec la proximité d'animaux sur certains marchés ou de recherche dans certains laboratoires, on n'en dira pas plus, ça peut revenir. Hein. Donc, il faut quand même être vigilant. Vous êtes resté proche d'Olivier Véran Oui. Il vous demande des conseils on se voit. Oui, on se voit régulièrement. Ouais. Bon. Est-ce que vous lui auriez conseillé, par exemple, d'aller chez Cyril Hanouna pour parler de la réforme des retraites face à un animateur un peu populiste qui s'est illustré en insultant les responsables politiques? C'était pour vous une bonne idée d'aller dans ce type d'émission? D'abord, c'est une idée qui lui appartient. Personnellement, j'y serais pas allée parce que c'est pas mon truc, j'aime pas du tout ce qu'il fait. Mais je pense qu'il y a des moments où quand on veut parler à un grand public, peut-être faut-il passer par ce type d'émission. Je ne sais pas. Bon, ça lui appartient. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, votre avis sur cette réforme des retraites qui a fait beaucoup parler, dont on a parlé dans toutes les émissions de télé. Si vous aviez été député cette année, est-ce que vous auriez voté cette réforme ou est-ce que vous seriez allé manifester comme vos anciens collègues socialistes dans les rues pendant des semaines? Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Je crois que je me serais abstenue. Parce que je pense qu'il faut faire quelque chose quand même pour à la fois pour améliorer les conditions de fin de carrière professionnelle, j'ai dit tout à l'heure, pour les métiers pénibles, mais aussi dans l'industrie. Enfin, être considéré comme senior à 45 ans, quand pour certains vous avez fait des études jusqu'à 26-27 ans, ça veut dire quoi? Et c'est typiquement français quand même. Les pays scandinaves ont une adaptation des conditions de travail aux seniors, mais on n'est pas senior à 45 ans là-bas, hein. On est senior plus tard. On peut travailler plus tard dans des jobs qui sont intéressants, mais encore faut-il que ce soit adapté. Donc tout ce qui est adapté à telle ou telle branche professionnelle me paraît souhaitable. Et je trouve que c'est une opportunité formidable de démocratie participative qui a été loupée. Autant je trouve que faire une conférence sur le climat en faisant venir des gens qui connaissent pas le sujet, c'est extrêmement complexe. En plus, c'est un sujet systémique et mondial. C'est pas le sujet local. Voilà, local. Voilà, parce que on disait tout à l'heure, tant que nous qui allons changer la face du monde. Tant que l'Inde
Elle développe le solaire, développe le solaire, mais enfin, il y a encore beaucoup de centrales à charbon. 80% de l'énergie est fournie par du fossile voilà, dans ces pays, donc c'est pas possible. On n'y arrivera pas tant que ces pays ne bougent pas plus. Mais autant sur le climat, donc c'est quand même très compliqué. Après, il y a une frustration parce que les recommandations qu'on émet ne sont pas prises en compte. Autant là sur ces sujets, on pouvait passer, me semble-t-il, par les branches, prendre un peu plus de temps. En Suède, ça a pris 10 ans, la réforme sur les retraites. Et bon, ils ont choisi des modalités où la retraite est indexée sur la richesse, entre guillemets, sur le PIB du pays. Peu importe, c'est sûrement pas ça qu'il fallait faire. Mais si on voulait mettre fin à certains régimes spéciaux, pour ceux qui démarrent dans des branches, on les nommera pas, mais enfin dans les branches qu'on connaît, qui bénéficient de régimes spéciaux. Si on voulait que les artisans et les commerçants aient des vraies retraites, que les aides-soignants, que les agriculteurs aient des vraies retraites, que les aides-soignants, par exemple, moi je suis vraiment sensible quand je les vois travailler, voir prise en compte les conditions de pénibilité. Voilà, il fallait prendre le temps et encore une fois, mobiliser les branches qui auraient mobilisé à la fois les chefs d'entreprise et à la fois les salariés. Et on aurait pu avoir un accord avec avec les syndicats sur une telle méthode. Ça m'aurait paru beaucoup plus intelligent, mais ça demandait du temps. Parce que quand même, arriver à ne pas s'entendre avec Laurent Berger sur une méthode et arriver à le mettre dans un corner avec avec la CGT, avec laquelle il n'avait pas les relations les plus cordiales, c'est quand même que peut-être il y a eu un problème de méthode, on dira. Voilà. C'est sûr que Emmanuel Macron, avec sa méthode, a réussi à mobiliser au moins tout le monde, une grande partie de l'opinion publique contre lui. On a vu des défilés chaque semaine à Grenoble avec des participations records. Quand je vous entends, Geneviève Forazeau, pointer les défauts de cette retraite et sur le fond et sur la méthode, j'ai plutôt l'impression que vous auriez été quand même dans le camp des opposants plutôt que dans non, je me serais abstenue parce que je trouve qu'il y a aussi des abus côté opposition. Enfin, je veux dire, balancer plus de 5000 amendements pour caviarder, pardonnez-moi le terme, mais oui. le débat parlementaire, après se plaindre qu'on n'ait pas pu arriver à l'article 8. De ce point de vue-là, le Sénat a été plus responsable. Justifie un peu son maintien, je veux dire sa présence, parce que là, ça a été plus responsable. C'est pas la première fois qu'on repousse l'âge légal de départ à la retraite en France. La dernière fois, c'était en 2010. C'était Nicolas Sarkozy et Éric Woerth. Alors ça tombe bien, puisque vous étiez à l'Assemblée nationale à l'époque. On était passé de 60 à 62 ans. J'ai une petite citation de Pierre Mauroy, qui disait la retraite à 60 ans, c'est une ligne de vie, une ligne de souffrance au travail, une ligne de revendication, c'est une ligne d'espoir. Donc j'imagine qu'à l'époque, vous n'avez pas voté en faveur de ce report. Non, je n'avais pas voté, d'autant qu'initialement, c'était 65 ans. Finalement, il avait reculé parce qu'il s'était dit que ça ne passerait pas. Je pense qu'il y a un moment, quand on voit que les choses ne passent pas, il faut quand même avoir l'humilité de reprendre les choses tranquillement, sereinement et à zéro. Et là, chacun s'est enferré finalement dans son couloir. Et maintenant, il faut en sortir, quoi. Il faut en sortir, mais il y a vraiment des dégâts et surtout, il y a une perte de confiance. Je pense qu'il y a avoir annoncé comme un acquis un montant plancher de 1 200 €, puis on s'est aperçu que finalement, il y avait assez peu de personnes qui avaient accès à ce montant. Il y a beaucoup de gens qui ont cru qu'ils allaient avoir cette somme-là comme montant de retraite. Donc, il y a eu vraiment des malentendus qui sont détestables et puis qui ont des conséquences. Et moi, j'ai pas compris non plus pourquoi on était passé de la retraite presque universelle à point avant le confinement et qu'on est passé à un tout autre régime après le confinement. Donc ce dossier, depuis le début, et je vais incriminer personne parce que je pense que tout le monde a sa responsabilité, mais il est incompréhensible. Donc je pense que ça vaudrait la peine quand même de remettre les choses à zéro et de se dire on prend le temps et on fait quelque chose de ce qui n'a pas péril en la demeure dans les quelques années qui viennent. Alors, vous évoquez le malentendu, notamment sur les montants de retraite, qui fait partie des erreurs de communication du gouvernement qui ont généré beaucoup de doutes auprès de la population. Alors, vous dites malentendu, vous êtes gentil, j'ai justement l'extrait que vous allez reconnaître. Et là, le chiffre est impressionnant. Brut ou net ? Ça concerne, quand je disais tout à l'heure que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, et donc c'est pas un risque mais une chance, 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois.
Bon, que ce soit en brut ou en net, de toute façon, le chiffre était faux. Il était. Et Olivier Véran est porte-parole. Hein. Oui, alors justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était dans les coulisses du pouvoir. On ne peut pas lui reprocher, Olivier Véran, de ne pas maîtriser ses dossiers. Je pense que quand il vient sur cette émission, il est mais blindé. surtout que là, il est porte-parole. Il est porte-parole. C'est pas comme quand donc, il est ministre de la Santé. On lui a dit de mentir. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est le chiffre qui lui avait été donné. Je pense qu'il y a eu, parfois, vous savez, les choses, elles sont plus simples qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que entre ministères ou entre l'arbitrage de Matignon et l'arbitrage de l'Élysée, il y a des choses qui circulent. Et puis, à un moment donné, ce qui était vrai, ça n'allait plus quelques heures après, mais la communication... mais là, c'est pas quelques parce que on peut pas mentir sur un truc comme ça. C'est pour ça c'est évident que ça va être dévoilé. Donc il y a dû avoir un loupé quelque part. Je peux pas vous dire où. Je suis pas dans ce gouvernement. Donc il y a quelqu'un qui l'a envoyé au casse-pipe, peut-être sciemment, sans que lui. Non, je pense pas que ce soit dirigé contre Olivier Véran. Non, je pense qu'il y a eu vraiment, il y a eu des divergences à un moment donné, et l'arbitrage final ne devait pas être vraiment ni clair ni très connu. De tous. En tout cas, c'est lui, entre guillemets, porte-parole, qui a payé les pots cassés. Il faut faire attention parce que la perte de confiance fait que c'est difficile après à regagner. Donc, faut à la fois toujours de l'ambition pour notre pays, le souci de ne pas ruiner le pays pour nos enfants, et puis d'avoir de l'argent à mettre dans ce qui est vraiment important, c'est-à-dire notre souveraineté industrielle, notre préservation de l'environnement, l'éducation, la santé, sur ces sujets qui sont absolument majeurs. Donc il faut avoir une attitude de responsabilité, mais en même temps, il faut, il faut pas tromper, enfin il faut pas faire croire des choses, quoi. Il faut être réaliste. Faut garder le cap, mais il faut aussi avoir une certaine humilité quand on voit que ça marche pas, quoi. Et ben on recommence. Hein. C'est pas gênant. Regardez les Américains dans un sujet complètement différent. Elon Musk vient de planter une fusée qui a coûté quand même une paille, et je peux vous dire qu'elle a coûté beaucoup. À l'argent public. On présente toujours comme un type du privé, pas du tout. Il est très très financé par la NASA. Il a bénéficié de tout l'apport technologique de la NASA gratuitement. D'une partie du personnel, la NASA a dégraissé son personnel. Il est financé par le ministère de la Défense. Il est financé par l'État fédéral. Il plante un truc, ça coûte beaucoup d'argent, une fusée que vous plantez. Quel est le discours politique et le discours de l'industriel? Eh ben, on va avoir beaucoup de données sur cet échec et ça va nous permettre de progresser. Et je pense que ça, c'est une mentalité qu'on n'a pas. Et du coup, ça m'a fait presque rire parce que du coup, les médias français ont repris, ont dit, j'ai même entendu, cet échec est un succès. Alors que si on plantait Ariane... ce serait pas du tout le même discours. Voilà. Donc je pense qu'il faut apprendre c'est le bon état d'esprit à avoir quand même. Puis ça donne de l'espoir aux jeunes, ça donne de l'espoir à l'avenir. Il y a toujours de l'inconnu devant soi, il ne faut pas en avoir peur. Alors là, Emmanuel Macron a peut-être eu peur de retirer sa retraite. En tout cas, il est allé jusqu'au bout en faisant passer en force avec le 49-3. C'est conforme à la Constitution en même temps. Oui, ça ne vous a pas choqué quand 3/4 de la population n'est pas d'accord avec un texte, de le faire passer de cette façon-là, même si, comme vous le dites, effectivement, c'est un outil qui existe. C'est conforme à la Constitution. Michel Rocard l'a utilisé presque une vingtaine de fois. Sur un sujet comme ça, avec un sujet sociétal, encore une fois, je pense qu'une autre méthode eût été bien préférable. Bon, une erreur stratégique d'Emmanuel Macron qui, paradoxalement, renforce non pas la gauche, mais plutôt l'extrême droite, si on en croit les sondages. Et le risque, c'est quand même ça. Mais le risque aussi d'avoir une attitude irresponsable, je pense, à LFI, à l'Assemblée, c'est un tapis rouge qu'on déroule pour le Rassemblement national. D'ailleurs, on ne l'entend pas, chef de file du Rassemblement national. On n'entend pas le Rassemblement national. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils n'ont pas besoin de parler. Les voix vont arriver naturellement. Et ça va être une catastrophe. On voit bien. Parce que moi, j'entends certains dire... oui, après tout, si c'est ce que veulent les Français, on n'a qu'à essayer. Puis, ils verront bien que ça marche pas. Sauf on abîmerait le pays. C'est très très grave. On voit bien comment dans une ville, on peut abîmer une ville quand on s'occupe pas de tel ou tel secteur. Et après, c'est compliqué de redresser.
Vous évoquiez vos relations fréquentes avec Olivier Véran. Vous parlez comme ça avec lui de votre sentiment par rapport à cette séquence des... Oui, on se parle, mais enfin, j'essaye aussi d'alléger les moments que l'on passe ensemble. Ouais. On s'est vu à la Fabrique Opéra, par exemple, au dernier. J'essaie de faire partie de ces... Des moments où on prend un peu de recul et on respire. Vous savez, c'est rare hein, quand on est ministre, avec les réseaux sociaux maintenant, c'est rare les moments où on respire. Donc on a regardé tranquillement la Fabrique Opéra avec un truc formidable avec ses enfants. Voilà. Bon, donc on verra ce que donnera dans 4 ans cette séquence. Mais on rappelle que Le Pen avait été battu à 82% des voix en 2002 par Jacques Chirac. C'était plus que 66% en 2017 par Emmanuel Macron, 58% en 2022, effectivement, le risque est devenu aujourd'hui très, très réel. Ouais, moi, j'ai eu deux traumatismes dans mon parcours politique. C'est la défaite de Dubedow au premier tour face à Carignan. Et Dieu sait si la campagne n'avait pas été nette, avec des rumeurs sur une grand-mère kabyle qui était devenue une mère kabyle pour Dubedow, qui avait refusé, pour des raisons de dignité, qui avait refusé de démentir. Parce qu'il disait il n'y a aucun déshonneur à être kabyle, sauf que c'est pas mon cas. Mais bon, voilà. Il y a eu toutes les rumeurs possibles. Battu au premier tour par abstention de son électorat qui voulait faire preuve d'indépendance. À Grenoble, on a quand même tendance toujours à vouloir faire preuve de beaucoup d'indépendance et après on en paye un peu les pots cassés. Ensuite, Jospin, qui n'est pas présent au deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen. Un peu ça avait été à l'époque. Et là, moi, je me souviens parce que je l'avais su 1 ou 2 heures avant par le parti, et j'étais dans un bureau de vote et j'ai dû rester impassible jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du bureau de vote, mais j'étais laminée. Enfin, je veux dire, attention, faut être vigilant. On est quand même dans une démocratie, on a cette chance, je le disais, mais c'est fragile. Donc attention. Vous évoquez 83, l'élection d'Alain Carignan, un peu surprise à la mairie de Grenoble. Il y avait aussi une énorme abstention. Oui, c'est ça, ce que je disais. Les Grenoblois, je ne sais pas si c'était par rapport au contexte du moment, c'était l'hiver, il faisait beau, ils sont allés skier, ou s'il y avait un acte politique dans l'abstention, mais ça avait joué. Vous savez, moi j'étais l'assistante parlementaire d'Hubert Dubedow après. Et on a reçu un paquet de lettres assez importants de gens qui s'excusaient. Ils ont eu le courage de s'excuser. Mais quand même, voilà. Puisqu'on parle... de s'être abstenu. Hein. Oui, non mais... Puisqu'on parle d'Alain Carignan, c'était justement notre invité la semaine dernière, le hasard de la programmation de cette émission. Comme vous, il était ministre... à une époque, avant d'être condamné pour corruption, il a également été maire de Grenoble, on vient d'en parler. Il a purgé sa peine, il est redevenu depuis quelques années le leader de l'opposition municipale. Écoutez la question qu'il souhaitait vous poser. Bonjour Geneviève Fioraso, on vient de parler de Soitec, de ST Micro, des sujets, des dossiers que vous connaissez bien. Depuis les années 50, Grenoble a été pionnière avec l'arrivée du CEA, puis l'Institut Lollangevin, le synchrotron, et donc les industries d'aujourd'hui. Alors, l'écosystème grenoblois a profité de ces grands équipements, il a prospéré avec derrière toutes les PME, les inventeurs. Et ce que j'aimerais savoir, c'est votre analyse justement aujourd'hui par rapport à cette histoire et à cet avenir. Comment vous jugez la politique, en particulier municipale, sur ces dossiers? Est-ce qu'elle continue à préparer l'avenir ou bien est-ce qu'elle est un handicap pour ces atouts grenoblois? Moi, j'ai le sentiment que la réponse est un peu dans sa question, non? En tout cas, sa réponse à lui, oui. Il voilà, nous induit peut-être vers une direction. Il me semble. Hein. Voilà, moi, je pense que d'abord, on a la chance à Grenoble, depuis bien avant les années 50 qu'évoquait Alain Carignan, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle, d'avoir un continuum de partenariat entre l'académie, enfin l'université, la recherche publique, les organismes de recherche, et puis l'industrie, et avec toujours le soutien des pouvoirs publics et des autorités locales. C'est une chance formidable, hein. Je suis pas sûre qu'on s'en rende suffisamment compte. Et on a la chance d'avoir des recherches qui ont pu être transférées et qui concernent des sujets qui sont des sujets systémiques
qui sont vitaux aujourd'hui pour la planète et pour ses habitants. Je donne quelques exemples, hein. Que ce soit la santé, on a 8000 personnes dans les biotechnologies et aujourd'hui et les dispositifs médicaux. À Grenoble, 8000 emplois directs, hein, dans le privé, en plus des emplois dans la recherche et un regroupement au sein de Medicalp et d'autres regroupements. On a vu au moment justement de la pandémie qu'on aurait bien eu besoin d'un vaccin. Donc c'est important d'avoir de la recherche en santé. On voit qu'il nous manque certaines molécules aujourd'hui qui sont pourtant utiles pour le traitement de certains cancers, que l'aspirine va venir à manquer parce qu'on n'a plus de production ici. Donc ce lien entre la recherche et l'industrie, il est primordial pour notre souveraineté. Le deuxième thème, c'est quand même l'énergie, ce qui concerne l'énergie. La filière hydrogène aujourd'hui qui est fortement soutenue par les scientifiques et par les industriels. Il y a Air Liquide, mais pas que. Il y a des start-up, il y a le CEA, il y a Grenoble INP, il y a l'université. Toute cette filière. Il y a le solaire photovoltaïque, des entreprises de taille intermédiaire comme ECM qui fabriquent, qui font de la fabrication industrielle pour l'industrie du solaire, mais aussi pour l'hydrogène. Je les cite, mais il y a évidemment les gros, Schneider Electric, enfin tout ce que l'on connaît, le centre d'Air Liquide qui est là. Il y a tout ce qui concerne le il y a les voitures électriques aussi, tout ce qui concerne les dispositifs pour les voitures électriques qui est développé au CA. Et puis le troisième point, c'est tout ce qui concerne le digital, évidemment, les semi-conducteurs, etc. Alors, bien sûr qu'il faut demander à nos industriels d'être plus vertueux en matière d'impact environnemental. Mais quand je vois les manifs contre ST Microelectronics, c'est quand même 35 000 emplois, hein, dans le pôle, dans l'agglomération grenobloise. 35 000 emplois quand on compte les emplois directs et indirects, et je ne compte pas toute la chaîne des services associés. Mais finalement, qui leur reproche l'usage de l'eau. Hein. Voilà, oui. J'ai même lu qu'ils étaient installés pour pomper l'eau des montagnes. Enfin, là, on est dans le délire total. Ils sont installés parce qu'il y avait le centre de recherche F6 à l'époque au CEA, qui a eu le mariage avec SGS Thomson, qui a donné ST Microelectronics, parce qu'il y avait la physique, voilà, parce qu'il y avait absolument toute la techno et de SGS Thomson, avec le lien avec l'industrie. Et ils recyclent 48% de leur eau. 48% de leur eau est recyclée. Alors, ils ont tort de ne pas communiquer là-dessus. Moi, je leur dis tranquillement, ils devraient communiquer là-dessus. Soitec recycle aussi une partie de l'eau qu'ils utilisent. Et tous pourraient faire plus, davantage. Donc, il faut les y aider. Et on a, encore une fois, toutes les forces technologiques pour les y aider. Mais il faut supprimer, faut pas faire l'extension de ST et parler en même temps déplorer le manque de souveraineté de notre pays, c'est juste une contradiction totale. Parce que les semi-conducteurs et nos puces, et on voit bien quand on en manque, les usines s'arrêtent en France. Et les usines d'optique, les usines comme Schneider Electric, enfin des usines d'automobiles, enfin, et ça fait quand même beaucoup de gens qui sont mis au chômage et un désastre social. Donc, faut faire attention aussi à ce que l'on fait. C'est facile quand on a un emploi protégé. C'est facile d'aller organiser des pique-niques et en balançant des grosses contre-vérités. Moi, moi, je respecte les opinions, c'est pas le sujet, mais il faut quand même pas dire n'importe quoi. Et surtout, il faut bien avoir conscience de l'impact que cela aura, y compris pour les sujets que j'ai évoqués, c'est-à-dire les sujets qui permettent de préserver l'environnement, de réduire l'impact du réchauffement climatique, auquel on ne pourra pas échapper. Donc, il faut essayer de réduire l'impact et de faire une adaptation au changement climatique. Et puis, dans le domaine de la santé et de la souveraineté, encore une fois. Pour prolonger la question d'Alain Carignon, est-ce que l'écosystème là, que vous décrivez, qui est là depuis des décennies, est-ce que la gestion d'Éric Piolle l'a favorisé, l'a fragilisé ? Alors, je dirais qu'il a eu de la chance parce qu'on s'en est quand même un peu occupé. Hein. À chaque fois, ça marche par vague. Oui, non, il faut le revivifier, il faut préparer l'avenir. Donc, il y a eu la grande époque qui est évoquée d'ailleurs, où on a fait les grandes installations européennes, savoir sur les 7 grands équipements européens installés en France, 4 sont à Grenoble. On connaît surtout le synchrotron, l'Institut de l'eau et Langevin. Il y a aussi l'Institut de radiomillimétrie, le laboratoire de biologie moléculaire. 4 sur 7. Le CERN pas loin, avec lequel on travaille. Presque 5. Donc voilà, on devrait en être fiers. Ça amène des gens de l'international, ça fait connaître la ville. Vous pensez que les écologistes n'en sont pas fiers? Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a bâti ce projet Minatec avec les voies
contre à chaque fois. Moi, j'ai une centaine de votes contre. Des écologistes. Des écologistes de l'ADES à l'époque, à la métropole comme à la ville. On a construit Giant aujourd'hui, la presqu'île scientifique, qui travaille étroitement avec l'UGA, donc les deux pôles travaillent ensemble. Aujourd'hui, ça représente quand même le tiers du PIB de la métro. Donc si on veut construire des pistes cyclables, si on veut faire en sorte que d'opérer toute la rénovation thermique des copropriétés, en particulier les copropriétés les plus fragiles, donc des gens qu'il faut aider pour payer des doubles vitrages, etc. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et cet argent, voilà, il faut d'abord aller chercher à l'Europe. Moi, ce que je constate, c'est qu'on ne va plus chercher les recettes. Si on est obligé d'augmenter de 25% la taxe foncière, c'est aussi parce qu'on ne va plus chercher les recettes. Ah bah oui, il faut monter des projets. Les projets, on les cherche un peu quand même. Et là, on a l'impression que cette municipalité vit sur des acquis. Heureusement qu'il y a la métro, le département, la région pour compenser. Mais le discours qui est incarné par la mairie, il est quand même extrêmement négatif, majoritairement, par la voix de ses conseillers, par une voix un peu dogmatique, je dirais. Il est extrêmement péjoratif pour tout ce qui concerne le progrès et le développement. Mais en même temps, on vit sur cette... Pardon, c'est pas une manne financière. On vit sur cette dynamique tout en la critiquant et on prépare pas l'avenir. Or, encore une fois, si on veut réduire, si on veut répondre aux enjeux systémiques que sont l'adaptation au réchauffement climatique, la souveraineté industrielle, eh ben, il faut soutenir ces projets. Moi, je vois pas de projet porté par la mairie. Or, le pôle maintenant est suffisamment fort pour être connu à l'international, pour jouer son rôle au niveau national. Mais il y a un moment où le manque de soutien de la ville-centre va se faire sentir, puis il faut qu'une ville soit attractive. Si vous voulez attirer les talents, aujourd'hui, le problème de ST, c'est d'attirer des jeunes. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'ils communiquent aussi sur leurs efforts en matière d'impact environnemental. Mais si vous voulez attirer des talents, si vous voulez faire venir des gens à Grenoble, il faut que la ville soit propre, il faut que la ville ait une offre culturelle de valeur, il faut que la ville soit dans un climat social apaisé, que ces projets, ça serve aussi à ce que des jeunes qui sont aujourd'hui dans des quartiers où on a 90% de logements sociaux puissent avoir accès à un système éducatif de qualité et qui les porte justement, qui leur donne un avenir et une ambition. C'est ça l'idée. Et c'est passionnant. C'est pas le cas. Si je vous suis bien, c'est pas le cas aujourd'hui de ce que vous voyez. Ça n'est pas ce que je constate, non. Ça n'est pas l'état d'esprit, ni dans le discours, ni dans les faits. Bon, en tout cas, Éric Piolle a annoncé qu'il ne se représenterait pas un troisième mandat de maire. Donc, il est en train de vivre ces dernières années à la tête de Grenoble. Il faudra forcément quelqu'un pour le remplacer. On a parlé d'Olivier Véran tout à l'heure sur ses responsabilités nationales. Est-ce que vous, qui le connaissez bien, vous le voyez, il a envie de tenter cette expérience à Grenoble ? Je ne sais pas de quoi il a envie, parce que je pense qu'il a une charge suffisamment lourde aujourd'hui pour y consacrer toute son énergie. Moi, en tout cas, j'ai envie qu'on ait un bon candidat, c'est-à-dire qu'on ait enfin quelqu'un de responsable, qui oppose pas les uns et les autres, qu'on n'oppose pas la technologie à la préservation de l'environnement, qu'on n'oppose pas la science pure qui serait... D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, c'est ce qu'on dit, à une science qui serait moins pure, qu'on n'oppose pas des habitants entre eux. Il faut... on est dans un monde suffisamment anxiogène, suffisamment compliqué. Regardez la situation géopolitique aujourd'hui, quand même. C'est moins paisible qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, il faut être responsable quand on est une démocratie en Europe. Donc, il faut être européen, il faut des gens responsables, il faut des gens qui apaisent, qui prennent leurs responsabilités et qui tirent parti de ce formidable potentiel qu'on a à Grenoble. Moi, j'ai quand même visité beaucoup de technopoles et de campus d'innovation. Je peux vous dire que Grenoble est dans les 5 premiers mondiaux. C'est formidable ce qu'on fait ici. On ne sait pas suffisamment, mais c'est formidable. Ben nous, on le sait, mais effectivement, il faudrait le faire savoir ailleurs. Si ce n'est pas lui, ce candidat un peu idéal que vous décrivez, qui ça pourrait être aujourd'hui
Il n'y a pas beaucoup Si je le savais, ça me rassurerait. Non, mais je trouve qu'il faut, il faut qu'une génération. Moi, vous savez, je m'étais dit, je ferais 2 ans, 2 ans de mandat national. Je ne pensais pas du tout être ministre. Je ferais 2 ans de mandat national et j'arrêterais. Parce que je pense que c'est bien aussi que la démocratie tourne. Donc, je pense que c'est à la génération d'après de bouger. Mais moi, je dis à des jeunes qui seraient intéressés par la vie publique, à des quadras, et à des femmes, c'est passionnant. Moi, j'ai appris énormément de choses. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vie de tous les jours, des gens de tous les milieux. On peut monter des projets, on peut faire discuter des gens, dialoguer des gens entre eux, et on n'est pas centré sur soi. On n'est pas là à dire j'ai fait, et moi, je trouve qu'en ce moment, à l'île de Grenoble, il y a un discours qui est presque isolationniste, quoi, parce que on ne se met pas en réseau avec le reste du monde, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Surtout quand on a des montagnes autour de soi, quand on a un cadre aussi formidable. Voilà. Bon, vous pourriez être sur une liste aux prochaines municipales pour donner un coup de main à un candidat? Moi, je suis prête à aider bénévolement et en back-office, comme on dit. Mais pas plus. Mais non, je crois que mon temps opérationnel, là, il est terminé. Je suis active autrement. Bon, merci d'être venu, Geneviève Forassio. Prochaine émission sera Jérémy Yordanov, un des nouveaux députés isérois qui a été élu en juin dernier, membre d'Europe Écologie Les Verts, donc le parti d'Éric Piolle. Il est élu sur la 5e circonscription de l'Isère, qui est sur la Chartreuse, le Grésivaudan, mais aussi une partie de l'agglomération, à Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux. Comme pour Alain Carignon la semaine dernière, je vous demande de regarder la caméra en face de vous et de poser une question à Jérémy Yordanov. Alors bonjour, d'abord, on ne se connaît pas, mais j'ai pris connaissance de votre élection. La question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Au-delà des actions qui ont été engagées déjà il y a une quinzaine d'années, donc avant que vous n'accédiez aux responsabilités et avant que un certain nombre de communes accèdent aux responsabilités de gens issus du parti auquel vous appartenez, il y avait eu des initiatives comme Murmure, justement, pour la rénovation thermique des bâtiments, portée par la métropole. J'étais première vice-présidente à l'époque. Il y avait eu le métro-vélo. Enfin, il y avait un certain nombre d'initiatives. Au-delà de ces initiatives, quelles initiatives au niveau local et national, puisque vous êtes un élu national, proposeriez-vous pour s'adapter au changement climatique qui, quels que soient les efforts qu'on fasse pour le réduire, de toute façon, selon les conclusions du rapport du GIEC, aura bien lieu. Donc, quelles sont vos propositions concrètes, pas dogmatiques, concrètes, avec un impact réel sur les citoyens et qui ne pèsent pas sur les citoyens qui sont aujourd'hui les plus modestes et les plus en précarité? Voilà ma question et merci beaucoup d'y répondre. Eh bien, il vous répondra la semaine prochaine, Geneviève Fioraso. Merci d'être venue participer au QG politique. Et bien, bonne continuation dans toutes vos autres activités qui vous occupent aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.